Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Culture et tout de suite le sommaire de ce mardi à 6 novembre. Une édition spéciale autour d'une thématique, le souvenir, celui de la guerre 14-18. À l'occasion du centenaire, les Yvelines commémorent l'armistice. Exposition, spectacle, rencontre, nous ferons le point sur les initiatives avec nos invités. Mathurin est un poilu, un soldat ayant combattu lors de la Grande Guerre. Il est le personnage principal du dernier ouvrage de Rue du Monde, la maison d'édition vicinoise. À Guyancourt, on rend aussi hommage à la résistance avec un grand R. Une quarantaine de toiles est rassemblée autour notamment du conflit 39-45. Plus de 73 millions d'hommes mobilisés, plus de 9 millions de morts ou disparus du côté des soldats, 4 années de conflit, des chiffres conséquents qui, 100 ans plus tard, marquent encore. Pour ce centenaire de l'armistice, de nombreuses commémorations sont prévues, près des monuments aux morts, bien sûr, mais aussi au travers d'expositions, de spectacles, de rencontres. Et avec nous, en plateau, certains acteurs de ces événements, et notamment Élise Vozic, directrice adjointe des archives départementales des Yvelines, Marie-Madeleine Hamel, conseillère municipale de Trappes, déléguée aux commémorations, Anissa Lamry, responsable de Mémoire de Trappes, et Guy Oville, le responsable des poilus au sein de l'association Racine, le club de généalogie de Maurepas et Lancourt. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Bonsoir. Alors les initiatives pour le centenaire se sont bien sûr multipliées cette année et aux archives départementales, on s'y est penché très tôt. Notamment, Élise Vozic, on a invité les Yvelinois à apporter des archives familiales. Tout à fait. Alors c'est depuis 2013, dans le cadre de l'opération nationale qui s'appelle la Grande Collecte, chaque département a organisé une grande collecte en fait en faisant appel aux particuliers qui détenaient des documents, donc en main privée, des documents familiaux portant sur le conflit. Donc, nous, aux archives des Yvelines, on a récupéré depuis 2013 environ 4000 documents d'archives et aussi des objets. Donc, on n'a pas seulement des documents papier, on a pu également avoir des documents, enfin des objets d'artisanat des tranchées ou des objets porte-bonheur, par exemple des poilus, on a même un sabre. Voilà. Ça explique un certain engouement pour cette question. C'est un conflit qui a fortement marqué la France et l'Europe. Oui, tout à fait. Et on voit que beaucoup de ces documents qu'on a reçus ou de ces objets ont une forte charge émotive. Donc voilà, ces documents, on les a numérisés et mis en ligne sur notre site internet grâce à nos 2 photographes qui ont fait ça dans les règles de l'art. Et ces documents sont énormément consultés en fait. On a plus de 10 000 vues actuellement sur le site internet. Et par la suite, il y a des plateformes collaboratives qui ont été mises en place et notamment adopter un poilu. On référence les soldats. Voilà, alors c'est un projet d'annotation collaborative des fiches matricules des soldats, donc une fiche pour chaque soldat. Le public était invité à annoter ces fiches, donc rentrer les informations qui figurent sur ces documents pour que l'on puisse faire une recherche plus facile en tapant du texte directement dans la base de données sur le site internet. Donc voilà, actuellement on est à peu près à 65% des documents qui sont totalement annotés, donc on a encore besoin de forces vives pour terminer le projet. Oui, parce que des forces vives, ce sont des volontaires, des bénévoles qui le font, et vous avez choisi aussi de les mettre en lumière, les remercier peut-être de leur participation. Voilà, donc on a eu beaucoup de projets collaboratifs, donc vous avez parlé d'Adopter un poilu, on a également la plateforme Testament de poilu par exemple, le wiki 14-18, et du coup ça fait en tout environ 9000 personnes qui ont été touchées par les différents projets collaboratifs, donc avec des degrés d'engagement divers. Ça peut être juste une simple collaboration à un moment ou des fidèles qui participent à toutes. Il y en a certains qui ont adopté des dizaines de milliers de poilus. Tout à fait. Et donc là récemment on a monté une exposition, donc 23 collaborateurs assez assidus ont accepté de se faire prendre en photo et de faire l'objet d'une exposition en livrant également leurs témoignages. Donc c'est une exposition qui a été présentée au domaine de Madame Elisabeth à l'Oranger. On les voit à l'image. Voilà, en septembre. Elle est actuellement aux archives départementales, donc tout à fait visitable. À les rencontrer. Voilà. Alors les archives, les documents, les objets familiaux, c'est aussi l'une des matières exploitées à Trappes. Anissa Lamry, à l'hôtel de ville, on peut notamment découvrir le destin de soldats morts pour la France. Oui, tout à fait. Donc, dans le hall de l'hôtel de ville est installée depuis hier une exposition d'objets, de panneaux et d'objets. Les objets, en fait, ont été collectés par les 3 associations d'anciens combattants qui sont sur Trappes.
qu'ils ont collectés auprès de trappistes. Donc ce sont vraiment des souvenirs de la famille, d'aïeuls. Alors je ne saurais pas vous dire exactement quelle est leur histoire, mais en tout cas ce sont vraiment des objets qu'ils ont récupérés, qu'ils ont sortis de leur grenier pour l'occasion et qu'ils nous ont gentiment prêtés pour les 15 jours d'exposition. Ce sont des objets très forts, il y a des lettres de correspondance, il y a les documents informant du décès de certains poilus, il y a un Jean Simoneau, mort pour la France. Voilà. Il y a eu un réel engouement du côté des trappistes d'apporter ces éléments personnels. Alors on travaille avec les associations d'anciens combattants depuis 1 an maintenant sur cet anniversaire. Et à toutes les cérémonies, en fait, les associations ont collecté auprès de ces trappistes. Et quand on voit le résultat de l'exposition, je pense que c'est pas mal d'avoir récupéré les objets, des documents militaires, mais aussi des médailles. Des objets d'artisanat tranché, évidemment, ce qui perdure un peu plus, mais on peut avoir aussi un clairon, un fameux clairon qui a pu sonner le 11 novembre à 11h, voilà. Un casque Adrien, donc pas mal d'objets qui sont en fait restés dans les familles et qui sont gardés précieusement. Alors l'exposition a démarré le 5 novembre, vous l'avez dit, mais c'est même les expositions. On pourrait dire qu'elles se décomposent en plusieurs temps. Il y a donc les objets familiaux et des panneaux explicatifs. C'était il y a 100 ans, il faut quand même revenir sur le conflit. Et on découvre la vie au front et derrière. Exactement, à l'arrière, sur le front, à l'arrière, parce qu'il faut penser aussi aux familles, aux femmes surtout, qui ont remplacé les hommes. Donc vous avez deux expositions, l'exposition de l'ARAC, de la Fédération nationale de l'ARAC, et une exposition en face qui répond, qui en fait relate un petit peu les grands temps forts de ces conflits, de ces années de conflit. Marie-Madeleine Hamel, à Trappes aussi, il fallait dépasser les commémorations autour des monuments aux morts. C'était mettre en avant ce moment fort qui a été le 11 novembre 1918. Oui, tout à fait. Ça s'arrêtait pas à la commémoration qu'on fait comme chaque année. Il fallait vraiment marquer les 100 ans. Donc on a, avec les écoles, parce qu'il faut admettre que nos écoles ont répondu présent. Il ne faut pas oublier que nous avons 36 écoles. Bon, plusieurs écoles ont répondu. Nous aurons une centaine d'élèves qui seront avec nous lors de la commémoration. Nous avons fait, avec le partenariat de nos anciens combattants, donc un film qui sera diffusé, projeté au Grenier à Sel, donc le vendredi 9 novembre à 14h. Non, pas à 14h, pardon, à 20h45 pour tout public, désolé. Donc, et il y aurait ce film précise une dernière nuit d'un officier français qui attend son exécution. Donc c'est un film assez dur, mais qui vraiment reflète toute une part de l'histoire une grosse part d'histoire de cette. Vous parliez des écoles. Il y a eu des échanges d'anciens, alors plus d'anciens combattants de 14-18, mais est-ce que des descendants des résistants se sont présentés? Est-ce que la ville a voulu renforcer peut-être les cours de fin d'année des CM2 Est-ce qu'il y a eu un échange au niveau de la ville? Pas au niveau des CM2, parce que le programme 14-18 est en 5e. Donc c'est sur les collèges. Sur les collèges. Voilà. Donc les CM2 ont fait un travail, entre autres une école a fait un travail monstre l'année dernière. La directrice de cette école a demandé aux enfants de se mettre dans la peau d'un poilu dans une tranchée. Donc ils seront là le 11 novembre pour lire leurs lettres. Ils ont fait un courrier en disant, voilà, ils se mettent à la place d'un poilu. Et Guy Oville, le rapport avec l'enfant, ça y est beaucoup aussi chez vous. Je le rappelle, vous êtes de l'association Racine à Morpas-Ilancourt. Oui. Vous êtes très proche au niveau des scolaires sur ce temps de 14-18. Oui, parce qu'on va recevoir tous les scolaires pendant la durée de l'exposition, tous les matins, c'est pour les scolaires. Et puis j'ai établi une bande dessinée qu'on va voir apparaître à l'écran, qui résume toute la guerre de 14 jusqu'à l'armistice et qui sera diffusée en boucle pour les enfants. L'idée, dans votre BD, vous partez d'un grand-père qui raconte à son petit-fils, oui. Vous passez sur la transmission. Oui. C'était l'idée. Donc c'est pour ça, ça se passe, je crois, en 75, parce que ce grand-père a fait la guerre. Si on aurait fait ça aujourd'hui, ça aurait été difficile. Donc là, il explique en direct, si on peut dire, donc la vie qu'il a vécue. Alors, chez vous aussi, à Morpas notamment, il y a une exposition, plus de 200 panneaux qui décrivent les grands événements. 286 panneaux. Alors comment elle a été pensée, cette exposition? J'imagine c'est plusieurs années de recherche, peut-être même. Non, disons, ça fait déjà... pas sur Morpas, on en a fait déjà 2. Bon, il y en a une qui a été interrompue en 2017. Au Clay, ça va faire la 4e qu'on fait, donc on commence à être rodé.
Et cette année, on a choisi la chronologie de l'année 18. Donc, on a passé en revue les différentes batailles qu'il y a eu au début du semestre, le deuxième semestre jusqu'à la victoire, les Américains, l'armistice. Après, on va retrouver les pilotes, c'est-à-dire les pilotes français, les pilotes étrangers. On parle de Roland Garros. Pour oublier que ce n'est pas qu'une compétition sportive, Roland Garros. Oui, mais il était pilote. Voilà, c'est pour dépasser. Parce que souvent, maintenant, Roland Garros, on pense plutôt à la compétition de tennis. Justement, il y a un petit panneau qui explique pourquoi le stade de tennis s'appelle Roland Garros. Vous avez précisé plutôt du côté des pilotes, pourquoi avoir choisi aussi ces hommes-là? C'était le début de l'aviation dans la guerre? Oui, et puis surtout, Garros, c'est l'anniversaire de sa mort. Ça fait 100 ans qu'il est mort, donc c'est pour ça qu'on en parle. Et en même temps, on a parlé d'autres pilotes, et des pilotes japonais aussi, puisqu'il y a eu des pilotes japonais qui ont combattu avec les Français. Alors, dans cette exposition, vous présentez aussi l'histoire des Morpasiens et des Élancourtois morts pendant le conflit, parce que dans votre association, vous les recherchez toujours. Et vous en avez trouvé un, notamment en 2015, le 11e, Marcel Durand. Est-ce qu'on va voir leurs histoires? Disons que, avec ma collègue, qui s'appelle Doris Busset, on a recherché, mais là c'est sur Élancourt, hein. Donc on a cherché des poilus, parce qu'on a essayé de comparer les poilus qui étaient sur le livre d'or, donc le livre des pensions, par rapport à ceux qui étaient sur le monument. Et c'est comme ça qu'on a découvert qu'il y en avait un qui était sur le livre d'or et pas sur le monument. Donc on recherche. Alors on recherche, et effectivement, il était bien d'Élancourt. Donc on a établi après les formalités avec la mairie pour qu'il soit inscrit. Il était inscrit en 2015. Donc, et dans la même idée, au Clay, on a fait la même démarche, un peu par hasard, et là on en a trouvé 4 qui ont été inscrits l'année dernière aussi sur le monument. Donc encore en 2017-2018, on découvre. Oui, donc oui. On parlait de la transmission tout à l'heure, je vous propose qu'on regarde un sujet. La transmission, c'est ce qui a motivé Alain Serre, alors l'auteur d'ouvrages jeunesse, signe la guerre en 1000 morceaux. Il plonge ses lecteurs dans l'histoire d'étrangers. Jules Grunville pour le montage. On est dans cette guerre en 1000 morceaux, ces 1000 morceaux que va réunir le soldat machin, qui est le héros de cette petite histoire. Il va les réunir dans une caisse de munitions allemande à la fin du livre. C'est la petite surprise qui boucle le récit. Le soldat machin, c'est un soldat moyen qui ressemble à tous les autres, hein, à l'époque de la France rurale. Il est bien sûr issu d'un petit village, et comme le raconte la légende, le cliché, je dirais, il était en plein champ en train de travailler quand le tocsin a sonné et qu'il est allé avec ses copains, ses voisins, les autres fermiers, lire la grande affiche qui était placardée sur le mur de la mairie et qui disait « Demain, c'est la mobilisation ». On rencontre ses copains, celui qui jouait une harmonica, et puis celui qui gravait le portrait de son papa resté en Algérie, parce qu'on parle aussi bien sûr de ces soldats-là, venus de tellement loin. Le soldat machin, il va retrouver une vraie identité, parce que il va avoir la chance de sauver sa peau et de retourner au village. Je l'ai aussi fait vivre grâce aux objets que j'ai réunis. Voilà, une dizaine d'années, je me suis passionné pour ces objets que je trouve des documents historiques extrêmement parlants pour les enfants. Et chaque fois que j'en montre à des enfants, ils se sentent très concernés. Si ça avait été le seul ouvrage depuis 20 ans aux éditions Rue du Monde qui évoque cette question, ça aurait été opportuniste. Mais il se trouve qu'on a fait une bonne dizaine, une bonne douzaine au fil du temps qui essaient d'éduquer les enfants à la paix, avec nos amis d'Eninx, PEF, des grandes signatures de la littérature jeunesse notamment. Alors l'idée du partage, on la trouve aussi du côté des archives, auprès des plus jeunes, notamment depuis 2 ans, un jeu interactif Gueule d'ange. Qui est ce Gueule d'ange? Alors je ne vais pas dévoiler le mystère parce que ceux qui regardent l'émission pourront participer au jeu car il est encore en ligne. Donc vous pouvez taper gueuledange.yveline.fr sur internet pour jouer à ce jeu sérieux en ligne qui est fait à partir de documents d'archives
Et le but, c'est d'initier, que chacun puisse s'initier à la recherche historique à partir de documents d'archives mis en ligne et disponibles sur notre site internet. Oui, parce que c'est une vraie recherche. Il y a les fiches matricules, mais il y a les registres de naissance, il y a les mariages, il y a les décès. On va sur la population, les recensements. C'est vraiment montrer qu'on peut chercher et trouver des histoires passionnantes il y a 100 ans. Exactement. Creuser donc toute la vie du poilu en question, et également celle de sa famille, celle de la vie à l'arrière, dans les Yvelines, sa vie sur le front, etc. Alors, il y a une journée un peu spéciale qui va conclure ces 4 années, on va dire, de commémoration. Fête de l'histoire, le 17 novembre, on va plonger dans l'histoire avec des quiz et voyager un peu dans le temps. Voilà. Alors, il y aura 3 parcours différents au sein de la journée. Donc, tout d'abord, un voyage dans le temps qui permettra à chacun de se plonger dans le contexte de la Grande Guerre et notamment à l'arrière, donc avec des reconstitutions de locaux d'époque, en fait, que ce soit des bureaux de recrutement, un bureau postal ou une mairie, par exemple, avec des personnages costumés. Il y aura un deuxième parcours qui s'appelle le village aujourd'hui, qui permettra de voir quelles sont les traces actuellement, dans notre paysage, les traces de la Grande Guerre, donc dans une mairie, dans une église, notamment avec les vitraux, et également, j'ai oublié le troisième lieu, mais voilà. Le plus simple, c'est d'aller sur le site des archives pour découvrir tout le programme de ce 17 novembre. Et il y aura également des démonstrations de tous les projets collaboratifs qui sont proposés par les archives. Il y aura une guinguette aussi, donc, qui permettra de faire entendre un peu des chansons d'antan, des chorales seront présentes. Une murder party également, donc un grand jeu de rôle costumé qui permettra de résoudre une enquête, une énigme à l'époque de la Première Guerre mondiale. Et voilà, tout un tas de... C'est déjà un gros programme pour une seule journée. Oui. Alors, je vous propose maintenant, on va regarder un extrait d'une interview. C'est celle d'un projet qui a concerné 700 élèves de Versailles à Évreux. Ils travaillent depuis plus d'1 an autour de voies retranchées. Porté par la compagnie L'air de rien, ce travail a porté sur un ouvrage, une exposition et un spectacle, Le Grand Festin. Le directeur de la compagnie était notre invité en avril dernier. On l'écoute. Le Grand Festin, on est parti du postulat que nous voulions avoir un projet qui était fort, un spectacle fort, pour pas rentrer dans les choses très calibrées, on va dire ça comme ça. Et donc, on voulait parler de l'horreur, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est d'arriver à faire comprendre à ces jeunes quelle était l'horreur. Sauf que la montrer de manière frontale, c'était impossible, on fait un blocage par rapport à ça. Et donc c'est pour ça qu'on est parti sur une fable comme les fables de La Fontaine, voilà, et qu'on est parti sur des animaux assez repoussants, et que de cette idée-là, on tourne une fable pour exprimer l'horreur du sang, de la douleur, de la souffrance. Alors du côté de Trappes, on l'a dit, déjà on a nommé le grenier à sel, mais c'est pas seulement, il y a aussi l'école de musique et de danse qui va présenter des lectures théâtralisées. Tout à fait. Donc ça se produit le 14 novembre et c'est ouvert aux scolaires, 2 présentations, et le public le soir à 20h30. Voilà, c'est un spectacle qui est produit par la compagnie Compte en Banque, ils ont écrit La Guerre. Alors on l'a vu... ne serait-ce que là, 3 entités, Trappes, Morpa-et-Lancourt, même les Clés, les archives, tout le monde est concerné. Est-ce qu'il vous est arrivé de travailler ensemble, d'entrer en contact? Parce que j'imagine que les histoires se télescopent aussi parfois. Comment est-ce qu'on prépare des commémorations comme ça? Peut-être Madame Hamel d'abord. Alors nous, on a travaillé au sein de la ville avec nos anciens combattants. Ça fait plus d'1 an qu'on a commencé à travailler pour le centenaire. En effet, nous, on n'a pas été sur les autres villes. Déjà, c'est un gros travail sur la ville de Trappes. Et je remercie Anissa parce que c'est vrai qu'elle a fait un gros travail aussi de point de vue recherche. Et surtout, je remercie les anciens combattants parce que eux aussi ont joué le jeu pour que ce centenaire ait une belle image. Oui, bien sûr, Monsieur Ville, on parle souvent de la ville nouvelle, quelque chose de récent, mais il y avait des villages ou des petites villes. Les poilus sont partis d'ici combattre.
Comment vous recherchez, vous le disiez tout à l'heure, dans les livres d'or, mais vous communiquez entre communes, vous aussi, ou pas du tout? Non, pas trop. Pourquoi? Parce que l'histoire est forte et pleine déjà? Non, mais ça demande déjà tellement de travail pour sa commune que c'est pas évident d'aller chercher les autres. Élise Wozik, j'imagine que vous avez vu voir un engouement aux côtés des archives. Est-ce que les jeunes s'intéressent à 14-18? Parce que sur ce plateau, personne n'a connu le conflit. Donc j'imagine que les enfants de 8 ans, ça peut être parfois difficile, même 17 ans. Eh bien, vous pourrez peut-être être étonné que notre plus jeune contributrice dans tous nos projets collaboratifs a 14 ans. Elles sont même plusieurs jeunes filles d'environ 14 à 16 ans à participer à ces projets et à être même très motivées. On en a plusieurs dans l'exposition. La plus âgée a plus de 100 ans, donc ce qui montre qu'elle a aussi accès au numérique, elle s'est formée pour collaborer. Et par exemple, le jeu Goldange a mobilisé environ 1500 personnes, dont 1000 collégiens. Donc les collégiens, encouragés évidemment par leurs enseignants, ont vraiment trouvé un intérêt à participer à tout ça. Oui, c'est un conflit qui marquera encore les générations. Alors, le centenaire 14-18 va toucher à sa fin. Est-ce qu'on travaille déjà sur 39-45 ? On va laisser passer. Est-ce qu'il y a d'autres événements dont on pense moins? Monsieur Oville, peut-être? Madame Lamry, je ne sais pas. Si. Ouais, 39-45, ça sera un peu tard. Par contre, j'ai pensé en 2021 de faire quelque chose sur la mort de l'empereur, puisqu'il est mort le 5 mai. Voilà. Et Madame Lamry, est-ce que déjà Mémoire de Trappes réfléchit ou il y a encore beaucoup de choses à faire pour 14-18? Alors, à la fin de la semaine déjà, 14-18, on soufflera encore un petit peu après, quelques mois, et puis 39, on aura de toute façon le 8 mai. Nous commémorons aussi le 8 mai de toute façon à Trappes. Et puis tous les ans, de toute façon, on fait participer la population et les anciens combattants, et les enfants. Et oui, parce qu'il faut toujours en parler. Merci à tous les 4 d'être venus sur ce plateau. Pour ne rien rater de tous ces rendez-vous, n'hésitez pas à vous rendre sur les différents sites internet qui ont été passés à l'antenne. On va parler d'autres rendez-vous à ne pas manquer, parce que de spectacle, il en sera question à Montigny-le-Bretonneux. Avec le pavé dans la Marne, Jean-Paul Faré se pose une question. Et si les Allemands avaient gagné la bataille de la Marne? Réponse le mardi 13 novembre à la salle Jacques Brel. À Guyancourt, des élèves de 3e des collèges Ariane et Les Saules ont étudié la fin du conflit et la reconstruction du pays à travers différentes thématiques, la place des femmes, l'économie, les gueules cassées, exposition à découvrir à l'hôtel de ville. La ville, mais aussi un autre conflit en lumière, celui de 39-45, une deuxième exposition qui se trouve à la salle d'exposition de la ville. Y sont présentées les œuvres d'un collectif Mémoire libre de l'atelier d'art plastique de Morpa, une quarantaine d'œuvres pour parler de la résistance. Une étoile jaune, souvent symbole, toujours représentative de la Seconde Guerre. Une étoile réelle et inspirante, Francine Pley a choisi de la décliner. Des tas de gens pour protester contre cette fameuse étoile qui stigmatisait toute une partie de la population, a trouvé le moyen d'en fabriquer, pas forcément avec le jaune, mais des fois du blanc, avec des inscriptions fantaisistes, de façon à dire, moi aussi j'arbore ça, je ne suis pas, mais voilà. Donc il y a des prénoms, il y a des dates de naissance, et il y a un certain nombre de données comme ça qui sont réelles. Comme Francine, 25 artistes ont peint la guerre et ses résistances. Acrylique, collage, impression, le collectif Mémoire libre s'est bâti au sein de l'atelier d'art plastique de Morpa et a créé une quarantaine de toiles. C'est une aventure qui a commencé en 2004. Ma fille faisait partie d'une association qui travaillait pour la mémoire et l'espoir de la résistance. Et elle organisait des colloques, des conférences, etc. autour de ce thème. Et elle nous a suggéré de travailler en peinture sur la notion de résistance. On a travaillé pendant 1 an, voire 2 ans pour certains. Et on a été nourris par des documents qui étaient apportés. On a eu Monsieur Stéphane Dessel, l'ambassadeur, qui est venu dans notre atelier. La résistance, deuxième volet d'une série d'expositions. Guyancourt a choisi cette année de mettre en avant les guerres, ses impressions, ses conséquences. C'est pour toujours, dans cet esprit du centenaire, rappeler ce devoir de mémoire. C'est important pour transmettre, pour ce désir de transmettre à toutes les nouvelles générations que la guerre, les douleurs, tout ça existe
et que ce n'est pas un acquis et que tous ensemble, nous devons résister pour que ça continue, que la paix arrive. Un devoir de mémoire qui se transmet jusqu'à la fin de l'année. Les actes de résistance s'exposent à Guyancourt jusqu'au 9 décembre. Un concert conclura cette journée de commémoration guyancourtoise. Marielle Lemonnier interprétera 2 œuvres pour piano, 2 œuvres écrites de chaque côté de la frontière. Première note à 16h. Au Clé-sous-Bois, la compagnie issue de secours propose L'ennemi, l'histoire d'un soldat livré à lui-même au fond de son trou qui se forge par sa propre opinion de l'ennemi, un plaidoyer contre la guerre et la barbarie des hommes. Et aussi, comment vivaient les soldats? Si vous vous posez la question, cette animation est pour vous. Un camp militaire sera reconstitué au parc de Diane pour le week-end du 16 au 18 novembre. En 1914, c'est la mobilisation pour les hommes, mais aussi les chevaux et les ânes. Ils étaient environ 5000 dans le secteur de Verdun. C'est cette histoire que Donatien Guyot met en scène. L'âne Anthelme et le soldat Albert racontent leur amitié à vivre en famille dès l'âge de 8 ans à Bois d'Arcy. Une dernière information avant de nous quitter. En raison des commémorations, le château de Versailles et les jardins sont fermés au public toute la journée du 11 novembre. Le domaine de Trianon sera lui ouvert normalement de midi à 17h30. C'est la fin de ce 7 Culture. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve mardi prochain.